En 1666, Sa Majesté, Louis XIV, signe sans le savoir l'acte de création de la ville de Lorient, que je lui avais alors soumis. Mon projet, qui devait initialement être provisoire, a donné naissance à l'un des plus grands ports de commerce colonial de mon époque. Alors comment expliquer que ce simple projet sans réel avenir ait pu arriver jusqu'à vous? Comment la croissance de ce commerce des Indes orientales, que la ville a abrité pendant presque 100 ans, ait tant fait développer l'Orient? Pour répondre à ces questions, revenons en 1668. Dans une lettre qui fut adressée à mon ministère en 1668, l'ambassadeur vénitien Marc-Antonio Giustinian présente ma mesure colbertisme, une mesure politique mercantiliste sous le règne de mon roi, faisant du commerce l'instrument de la puissance du royaume de France. Avec cette politique, je souhaite faire de la France un État supérieur. Pour ce faire, je me donne un but économique. Je veux rendre la nation prospère grâce à une abondance de marchandises. J'implante alors les meilleures industries des autres pays sur notre territoire, afin de fabriquer ce qui se fait de mieux dans le monde, de rendre autonome le royaume, et de compenser ainsi les manques liés à mes taxes et mon interdiction d'importation de certains produits, comme le cuir tanné britannique. Et oui, si j'accepte que l'argent entre dans le pays, je ne veux surtout pas qu'elle en ressorte. Alors, j'ai décidé que la France s'implanterait dans les Indes et le Levant pour s'enrichir en distribuant les produits en France au peuple, et ainsi ruiner nos concurrents anglais et hollandais. De plus, mon cher roi décide de créer des manufactures, telles que celle des Gobelins, afin d'attirer les convoitises des pays étrangers et les faire acheter ces produits d'art. J'adopte également un but politique. Je souhaite affirmer la puissance de la France vis-à-vis des autres nations en la rendant complètement autonome. Je souhaite leur causer un déficit économique afin de les affaiblir en ne leur achetant plus aucune ressource et ainsi les rendre dépendants de notre État. C'est dans ce contexte que je fonde en 1664 la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales. Il s'agit alors d'affirmer la puissance française sur l'échiquier européen à travers ses dimensions économiques et commerciales grâce, notamment, au commerce et au transport de produits de l'Orient et de ceux de l'agriculture tropicale vers les ports français par le développement de l'activité maritime. L'objectif est alors de naviguer et négocier depuis le cap de Bonne-Espérance dans l'ensemble des Indes et des mers orientales pour concurrencer les puissantes compagnies anglaises et hollandaises. La Compagnie des Indes orientales devient alors très vite une manufacture royale avec tous les privilèges associés et notamment celui du monopole du commerce. Dès 1661, sous mon influence, des missions de repérage explorent les côtes de l'Atlantique et de la Manche, à la recherche de sites propices à la création de lieux d'escale et de chantiers navals. Lorsqu'en 1664, il s'agit de trouver un site portuaire pour la Compagnie des Indes orientales nouvellement créée, les emplacements potentiels sont déjà connus. Après m'être intéressé à Bayonne et Pont-Boeuf, j'opte un temps pour le Havre, mais c'est Port-Louis, au sud de la Bretagne, que je désigne finalement en 1666. L'influence du duc de Malhereille, gouverneur de Bretagne, et du Port-Louis, initiateur de la Compagnie de Madagascar, n'est d'ailleurs pas étranger à mon choix. Mais alors, pourquoi ai-je choisi l'Orient comme port d'attache et de construction pour les bateaux de la Compagnie? Tout simplement parce que c'était l'endroit idéal. En effet, l'espace maritime précédant l'embouchure des rivières Blavet et Scorff réunit les conditions pour accueillir les plus grands navires de notre flotte. Il est protégé des vents d'ouest par l'île de Groix et son chenal d'accès est contrôlé par une citadelle édifiée à la fin du XVIe siècle par Vauban. Son ouverture sur l'Atlantique est également moins exposée aux attaques anglaises et hollandaises que la Manche. Il bénéficie enfin de la proximité des ports militaires de Brest et de Rochefort et du grand port de commerce de Nantes. Ma compagnie s'installe alors sur les landes du Fawédic, 7 hectares de terrain vierge situés sur la rive droite du Scorff, non loin de la citadelle de Port-Louis. Elle y installe son chantier de construction et d'armement de navires. S'y ajoutent très rapidement d'autres bâtiments, bureaux des directeurs, magasins, salles des ventes, corderies royales. Autour de l'enclos de la compagnie, les ouvriers ont vite fait de bâtir à leur tour des logements, de manière totalement sauvage et sans aucun plan dans un premier temps. En 1701, le campement du Fawédic ne comprend ainsi que 137 cabanes, organisées autour de 4 ruelles. Une génération plus tard, immigration aidant, le bourg chantier est devenu une véritable ville qui compte 7000 habitants, puis près de 15 000 en 1755. C'est donc en juin 1666 que mon bon roi, Louis XIV, signe sans le savoir l'acte de naissance de la ville de Lorient. En accueillant à Port-Louis ma compagnie des Indes orientales, le territoire va se développer rapidement. Ainsi naîtra l'Orient, du commerce vers les terres lointaines. Jusqu'au XVIIIe siècle, la ville voit débarquer sur ses quais des épices, des soieries et cotonnettes chamarrées, des porcelaines fines, du café et du thé, de l'or, des essences précieuses et des plantes tropicales. Autour de l'enclos du port renfermant les infrastructures de la compagnie,
Les ouvriers commencent à construire des logements, d'abord rudimentaires. La ville se crée. Celle-ci doit d'ailleurs son nom à la suite de la construction d'un gros vaisseau de plus de 1000 tonneaux, le Soleil d'Orient. L'histoire de l'Orient et celle de la Compagnie française des Indes orientales sont indissociablement liées. Le monopole commercial dont profite ma compagnie, entre 1664 et 1790, fait la fortune de la ville. La cité bretonne, qui vit au rythme du négoce colonial, y trouve son premier modèle de développement, une source inépuisable de rêves, d'aventure et d'exotisme. Au cours du XVIIIe siècle, l'Orient se développe en ville-chantier, base navale et de construction des bateaux, en ville-entreprise et commerçante qui organise les départs et les retours de tous les vaisseaux de ma compagnie, chargés d'épices, de thé et de café, de ces fameuses cotonnades blanches ou imprimées, de meubles laqués ou de porcelaine de Chine et du Japon. L'Orient devient ainsi le centre des ventes du commerce asiatique, dont les produits sont redistribués dans toute l'Europe et participe également au commerce africain en devenant un port négrier très important. On commence aussi à aménager la ville. En 1176, on construit la muraille, qui devait jusqu'en 1198 contenir tout l'Orient et séparer plus tard l'agglomération en deux groupes, le dedans et le dehors de l'enclos. L'année suivante, on fit construire le long du nouveau mur la corderie, qui depuis lors n'a jamais changé de place. En même temps, débuta la construction du moulin à vent sur la montagne de l'Orient, lieu où l'on a depuis dressé la tour du port ainsi que l'édification d'un réservoir d'eau. Tandis que les infrastructures, chantiers de construction et d'armement de navires, magasins, salles des ventes, se développent dans l'enclos du port, autour s'édifie progressivement une ville, l'Orient, qui comptera quelques 20 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. La marine royale s'y établit dès 1188 pour y faire construire les bateaux. L'arsenal de l'Orient produira de nombreux navires lors des siècles suivants, y compris le premier cuirassé français. La Révolution met fin la nuit du 4 août 1789, au privilège de ma compagnie, qui continuera de fonctionner jusqu'en 1793 afin de procéder aux liquidations des affaires. Pour l'Orient, c'est la fin de l'aventure indienne qui aura duré presque 100 ans. Cet incroyable développement s'explique aussi par plusieurs acteurs, dont moi, qui suis indirectement à l'origine de sa croissance. En effet, en créant la Compagnie des Indes orientales, j'ai aussi cherché un lieu idéal pour que ma compagnie s'y installe. La situation géographique de l'Orient était plus que propice à l'implantation des infrastructures, et l'influence de mon ami le duc de Maléraille, gouverneur de Bretagne et du Port-Louis, a simplifié mon choix. L'Orient doit aussi à notre cher roi et à sa cour qui ont financé la création de la Compagnie des Indes orientales, mais aussi de l'Orient. Nous devons également beaucoup à l'intérêt pour les objets d'or et oriental de la bourgeoisie et noblesse française, sans qui la Compagnie des Indes n'aurait jamais pu voir le jour. Enfin, l'essor de l'Orient est dû à la forte main-d'œuvre bretonne qualifiée dans le domaine maritime pour la construction des navires, mais aussi en bâtiment pour la construction de toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du commerce. Outre l'intérêt politique de ma compagnie des Indes orientales, l'utilité première était de ramener dans notre royaume de nombreux produits exotiques d'Orient afin d'enrichir les caisses de l'État. En effet, même si l'Orient voit partir des navires et équipages, c'est aussi le lieu où arrivent les marchandises d'Asie. Soie et porcelaine de Chine, mousseline et indienne de l'Inde, le thé, le café, le sucre et les épices, comme la cannelle de Ceylan, les drogues médicinales, le bois précieux, sans parler des tigres royaux du Bengale, du rhinocéros, de l'éléphant d'Asie ou des oiseaux exotiques. Une fois arrivés à bon port, les produits d'Inde, de Chine et d'Afrique font l'objet de ventes publiques qui se tiennent à l'Orient. Affluent alors vers la ville des négociants venus de tout le royaume. Cette activité commerciale suscite elle-même l'apparition de nouveaux acteurs économiques, chantiers privés, commissionnaires, courtiers, maisons de négoce, fournisseurs divers et toute une vie sociale, cabarets, auberges, théâtres, qui contribuent aussi à l'essor de l'Orient. Témoin du faste de ma compagnie, l'hôtel Gabriel qui en abritait le siège ou encore la tour de la découverte dans l'enclos du port vous sont encore visibles. Et si son commerce international s'éteint dès la Révolution, il semble subsister à l'Orient et à ses alentours un certain penchant pour les aventures épicées. À commencer par le goût du large à travers le pôle course au large et les nombreuses expéditions maritimes. La transat en double entre l'Orient et les Bermudes courue par un certain Éric Tabarly en 1979 ou encore la tentative en janvier 2014 de Lionel Lemonchois de rallier Port-Louis en Bretagne à Port-Louis de l'île Maurice en sont la preuve. Plus insolite, c'est dans les pharmacies de votre territoire que l'on retrouve l'énigmatique Carigos, un curry épicé élaboré par M. Gosse, apothicaire et pharmacien lorientais du XIXe siècle. Enfin, l'exotisme s'est propagé dans les parcs et jardins de la ville, avec l'engouement pour les essences tropicales. Les plus emblématiques sont sans doute les deux gigantesques palmiers du Chili,
qui dominent le jardin du Fawédique à Lorient, du haut de leurs 150 ans. Ils évoquent les jardins de l'enclos du port, où étaient stockées les plantes exotiques promises au jardin du roi, actuel jardin des plantes à Paris. Et que dire du festival interceltique, brassage culturel des nations celtes réunies chaque été à Lorient, hérité de 2 siècles d'écart, de la quinzaine des ventes organisées par la Compagnie des Indes et qui faisait affluer en octobre tous les marchands d'Europe sur les quais du port. La réponse à la question posée au début semble maintenant évidente pour expliquer le tel développement de l'Orient suite à la croissance de ma Compagnie des Indes. L'Orient est né dans un contexte historique propice au commerce maritime avec l'Orient pour montrer à tous la vaste puissance de notre royaume de France dans le cadre de mon projet colbertisme. Avec une situation géographique idéale, protégée du vent par Groix et des attaques ennemies grâce à la citadelle de Port-Louis et sous l'impulsion d'acteurs importants, dont moi et le gouverneur de Bretagne, l'Orient est désigné pour accueillir ma Compagnie des Indes. La ville attire beaucoup de travailleurs bretons et se développe très vite, portée par le commerce de produits exotiques rares qui permettent son enrichissement. Des progrès techniques, avec la création de plusieurs infrastructures, accélèrent considérablement son essor. Au cours du XVIIIe siècle, l'Orient se transforme en ville-chantier, base navale et de construction de bateaux, en ville-entreprise et commerçante. Ce commerce maritime lorientais florissant prend fin avec la Révolution française de 1789, après presque 100 ans d'activité. Cependant, des vestiges vous sont encore visibles aujourd'hui et témoignent de sa puissance passée.